Donc on va parler en fait de comment est-ce que les controverses, artificielles parfois, plus structurelles parfois aussi, aboutissent à des résultats en termes de politique publique et d'action publique. Donc on va s'intéresser au rapport entre science, expertise, ignorance beaucoup et action ou inaction publique. Et donc on va s'intéresser à différentes logiques de production d'ignorance qui s'attachent souvent à des controverses, à des formes de controverses justement dont on va essayer d'analyser le plus finement possible justement les dynamiques. Donc on va s'appuyer sur différentes disciplines dans les sciences sociales, la sociologie, la science politique et les études sociales des sciences, les STS, les Science and Technology Studies, qui ont été aussi évoquées auparavant. Donc les questions qu'on va se poser, c'est quel rôle jouent les sciences et l'expertise et donc les controverses dans les décisions publiques? Comment est-elle à faire émerger et prendre en compte certains enjeux? Mais aussi, et c'est un point qui m'intéresse particulièrement, c'est quelles sont à l'inverse les dynamiques qui cherchent justement, et on va reprendre ce terme de confinement qui a été utilisé ce matin tout à l'heure par Mathias Girel. Pourquoi est-ce qu'à certains moments on cherche à confiner certains enjeux, à reconfiner certaines problématiques, les arracher de la sphère publique et décider par rapport à elles dans des espaces plus discrets, plus confinés. Donc moi je m'intéresse justement à cette question, donc c'est lié à un ouvrage récent que je viens de publier autour de comment est-ce qu'on produit des non-problèmes, c'est-à-dire des situations qui mériteraient un intérêt public et des décisions publiques et qui au contraire restent méconnues socialement et font l'objet d'un très faible investissement en termes de politique, de décision publique, d'action publique. Et donc il y a trois logiques principales selon moi. Alors une logique d'invisibilité, d'invisibilisation sociale, sur laquelle je reviendrai rapidement pour donner certains éléments. Et puis on s'intéressera plus justement aux logiques d'ignorance et de controverse, donc pour s'ancrer dans les dynamiques scientifiques, pour essayer de s'interroger sur ces formes d'inaction publique qu'évoquait Bernadette Binsaud tout à l'heure, ces formes d'inaction publique et qui renvoient parfois à des formes d'ignorance institutionnelle, et j'expliquerai un petit peu ce qu'on entend par là. Donc, autour des questions d'invisibilité, les questions centrales, c'est pourquoi certains problèmes n'émergent pas publiquement et pourquoi certaines situations qui mériteraient pourtant une action prioritaire restent marginalisées du débat public et des sphères de la décision. Donc, pour ça, on s'appuie beaucoup sur une tradition de recherche en sociologie qui s'intéresse à la construction des problèmes publics. Et donc, on cherche à comprendre notamment le rôle de l'action collective, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, les formes de mobilisation d'action collective pour faire émerger certains enjeux. On s'intéresse beaucoup dans cette tradition de recherche au rôle des médias d'information et au rôle aussi des arènes judiciaires. Souvent, pour faire entendre sa cause, on va porter plainte, s'engager dans un procès, etc. Et donc, si on s'intéresse au contraire à l'inverse, à ces problèmes qui mettent du temps et ont des difficultés à émerger, un des exemples paradigmatiques, c'est l'exemple du cancérogène, du principal cancérogène professionnel, le plus dangereux, en tout cas le plus mortel, l'amiante. Donc, on sait que l'amiante est dangereux depuis le début du siècle. Il est exposé notamment dans les filatures d'amiante où les doses d'exposition étaient très élevées. Il provoquait une forme de maladie proche de la silicose qu'on appelle l'asbestose. Et puis, plus récemment, depuis les années 60-70, on a démontré que les expositions à l'amiante provoquent le cancer. Et donc, en 77, et j'y reviendrai tout à l'heure, en 77, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, classe, et le rôle du CIRC, du Centre international de recherche sur le cancer, c'est justement de classer les différentes substances comme cancérogènes pour l'homme. Et donc en 77, l'amiante est classé cancérogène, certain pour l'homme, c'est-à-dire que sur ce point-là,
il n'y a plus de controverses pour les scientifiques. Et on verra que pourtant, il y a des controverses sur la dangerosité de l'amiante, même après 1977. Mais même si on voit que le problème il émerge au début du siècle, dans les années 60-70, en fait, ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'en France, l'amiante devient une crise publique, une crise de santé publique majeure, dans le sillage du sang contaminé, de la vache folle. Et c'est à ce moment-là, donc, suite à des mobilisations, suite à une forte médiatisation, où on met en scène justement aussi l'amiante présent dans les bâtiments, dans les écoles notamment, et c'est suite à cette forte mobilisation du milieu des années 90 que l'amiante va être interdit en France, donc en 1997. Ce qui est intéressant dans le cas de la crise de l'amiante, c'est que ce problème qui émerge et qui devient un scandale majeur de santé publique au milieu des années 90, en fait, était objectivement, dans ses conséquences sanitaires, globalement le même au début des années 80, au milieu des années 70. Et donc, en fait, ce qu'on observe au milieu des années 90, c'est plutôt une redéfinition du problème. C'est-à-dire que le problème est juste qu'au milieu des années 90, défini comme un problème de maladie professionnelle, donc un problème qui touche principalement des ouvriers et vis-à-vis desquels, justement, il n'y a pas d'intérêt public particulier, il n'y a pas de décision particulière vis-à-vis de l'amiante qui sont prises en dehors d'une gestion d'un cancérogène professionnel parmi d'autres. Et sur ce point, il n'y a pas de controverse. Et donc, ce qui se passe au milieu des années 90, c'est qu'il va y avoir une controverse publique où des associations vont se mobiliser pour dire l'amiante, c'est aussi un problème de santé publique majeur qui touche les enfants dans les écoles, qui touche en lien avec l'amiante dans les bâtiments, c'est le symbole Jussieu, le lieu le plus amianté en France, etc. Donc, qui vont réussir à redéfinir publiquement le problème comme un problème justement de santé publique au sens large et de santé environnementale. Ça va se faire au milieu des années 90 au prix d'une occultation de toute une série de dimensions du problème. La dimension professionnelle va être occultée. On va s'intéresser plutôt à des victimes environnementales, donc touchées par une exposition passive à l'amiante. On va peut parler aussi au milieu des années 90 du caractère ancien et connu du problème. Et puis, l'État va être surtout présenté comme défenseur justement de la population. Et donc, on va plus s'interroger sur l'abstention de l'État, le fait qu'il n'a pas interdit l'amiante, qu'il n'est pas intervenu assez tôt. Et on va complètement occulter justement le fait qu'au sein du ministère du Travail, on avait une régulation assez ancienne des risques liés à l'amiante, et notamment avec, j'y reviendrai tout à l'heure, des valeurs limites d'exposition qui encadraient l'exposition des travailleurs à l'amiante. Mais on avait une gestion du risque professionnel qui se faisait en toute discrétion, justement dans des arènes confinées, au sein du ministère du Travail, dans les entreprises, dans des négociations entre syndicats et employeurs. Donc on avait une gestion très discrète du risque amiante. Et donc, cette question de la production des non-problèmes publics, elle part du principe de la mise en évidence, justement, de différents espaces dans lesquels circulent des définitions différentes du problème. Donc, des définitions qui peuvent cohabiter les unes avec les autres ou entrer en forme de controverse et donc remettre en cause, justement, des définitions antérieures qui pouvaient exister du problème. Donc, dans le cas de l'amiante, on va mettre en évidence des logiques de publicisation ou de publicité, où on va parler de l'amiante comme crise de santé publique, comme scandale sanitaire mettant en cause la gestion par l'État de ce risque. Mais par contre, au même moment ou auparavant, en tout cas dans d'autres espaces sociaux, on va avoir des logiques plutôt de discrétion et de confinement du problème, où on va avoir justement des gestions des toxiques professionnels et de la santé au travail qui vont se faire sous la forme de négociations entre partenaires sociaux au sein du ministère du Travail. Et donc, dans ces espaces-là, justement, on va avoir des mécanismes souvent de domination qui vont imposer justement des risques parfois assez élevés, dans le cas de l'amiante, à des populations qui arrivent plus difficilement justement à se mobiliser et à faire valoir leurs droits. Et donc, dans ces espaces discrets,
les sciences et l'expertise jouent un rôle très important, et donc sur certains enjeux aussi, les controverses, des formes de connaissances, mais aussi des formes d'ignorance. Donc on va s'intéresser à ces questions de controverses et production d'ignorance, parce qu'ils constituent justement un facteur clé pour comprendre justement les processus de construction des problèmes publics, mais aussi des situations qui n'émergent pas comme problèmes nécessitant l'intervention des pouvoirs publics. Et donc on va s'attacher à décrypter justement les différents mécanismes de production d'ignorance, justement des plus stratégiques, les fausses controverses sur lesquelles on est déjà intervenu et je développerai moins, aux plus structurels justement où la sociologie et les sciences sociales s'intéressent à comprendre justement la puissance et pourquoi est-ce que ces logiques de production de fausses controverses sont si efficaces. Donc, la première façon d'analyser l'ignorance, donc on en a déjà parlé, c'est l'ignorance comme résultat de l'action des industriels, donc les industriels du tabac formant un petit peu l'archétype un peu de ce modèle-là, ou les scientifiques analysés par Naomi Oreskes, donc qui sont plutôt justement des militants du doute, de la controverse, pour mettre en cause le rôle des industriels du pétrole dans les processus de réchauffement climatique. Donc nous, on va s'intéresser là plutôt à des exemples qui renvoient à ces domaines de la santé environnementale et de la santé au travail et au croisement justement entre les deux, où on a aussi toute une série d'exemples assez systématiques de production de doute de la part des industriels. Donc on a eu Gerald Markovitch et David Rosner, qui sont deux historiens new-yorkais qui ont travaillé sur la silice, le plomb, le chlorure de vinyle, etc. Toute une série de toxiques professionnels où ils ont montré, suite à des procès, que les industriels justement avaient fabriqué des fausses controverses qui rendaient plus difficile l'établissement d'un lien de causalité entre l'exposition à un produit chimique et certaines pathologies. Et puis le cas qu'on voit dans l'ouvrage de droite, donc de Jock McCulloch et Geoffrey Tweedale, défendre l'indéfendable, où ils analysent justement le rôle de l'industrie de l'amiante dans la production, dans la production d'ignorance sur les liens entre ignorance et sur le lien entre exposition à l'amiante et cancer du poumon et mésothéliome, qui est le deuxième cancer, un cancer de la plèvre, dont la seule cause connue est l'exposition à l'amiante. Alors, justement, si on s'intéresse à comment est-ce que ces logiques fonctionnent, si on rentre dans les mécanismes, en fait, c'est cette phrase qui est assez connue, le doute est leur produit. C'est-à-dire, on va avoir affaire à des industriels qui, quand le Centre international de recherche sur le cancer affirme que l'amiante est un cancérogène certain pour l'homme, c'est impossible pour un épidémiologiste, même grassement payé par l'industrie de l'amiante, de se lever et de dire l'amiante n'est pas un cancérogène. Sinon, il perd tout crédit scientifique. Donc l'idée, ça ne va pas être de s'opposer aux logiques de fonctionnement de l'espace scientifique, mais plutôt de les orienter en fonction des intérêts des industriels. Donc qu'est-ce que vont faire les industriels de l'amiante à partir des années 60 et durant les années 70, 80 et 90, jusqu'à l'interdiction de l'amiante au Canada, qui a joué un rôle assez important dans cette dynamique. En fait, ce que vont faire les industriels de l'amiante, ils vont financer des recherches sur deux points où ils vont créer des controverses. Donc ils vont premièrement insister sur la différenciation entre différents types d'amiante, et notamment pour dire que le chrysotile, donc, qui est le type d'amiante qui était justement extrait du Canada au Québec, en affirmant l'hypothèse que le chrysotile est moins dangereux que les autres catégories d'amiante, les amphiboles, etc. Donc toutes les autres catégories d'amiante. Et deuxième point sur lesquels les industriels vont financer aussi des recherches, c'est que dans le cas du chrysotile, ils vont financer des recherches pour rechercher et essayer de démontrer un seuil en dessous duquel l'exposition au chrysotile ne présenterait pas de danger et ne provoquerait pas de cancer.
Donc, ils vont financer des recherches dans cette direction-là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que donc ces recherches, vous voyez bien, elles s'opposent pas frontalement aux dynamiques du champ scientifique. Elles posent justement des questions qui deviennent des controverses. Et les scientifiques qui sont contre cette hypothèse vont rentrer dans le débat et vont développer des recherches pour montrer que justement, d'abord, on trouve rarement le chrysotile tout seul, il est souvent dans un mélange d'amiante, que en tout cas, certains chercheurs n'arrivent pas à démontrer un seuil en dessous duquel les expositions ni au chrysotile ni à d'autres types d'amiante seraient moins dangereuses. Et donc, on va avoir des nœuds de controverses qui vont se créer autour de ces questions-là, de la différenciation des types d'amiante, des seuils en dessous duquel les expositions à l'amiante seraient plus du tout ou moins dangereuse. Et on va avoir justement un champ scientifique qui va se focaliser sur ces questions. Et c'est vrai que la difficulté qui va se passer justement dans les années 80-90 pour le ministère du Travail, par exemple, etc., c'est d'essayer de décrypter cette controverse. En fait, quand on analyse le champ scientifique autour de l'amiante, on voit qu'il y a beaucoup de controverses sur le caractère cancérogène de l'amiante, parce qu'on voit beaucoup de littérature autour de ces questions des seuils, des types d'amiante, etc. Alors que si on était capable de changer de focale et de sortir de ces dynamiques propres au champ scientifique, on pourrait repartir du principe que l'amiante est un cancérogène, un des cancérogènes les plus puissants qu'on connaisse, et donc essayer de sortir de ce champ controversé, produit partiellement en tout cas, à la fois par des industriels qui vont financer ces créations de poches de controverses, mais en même temps qui vont se nourrir justement des logiques de concurrence, du fait que ce sera plus facile de publier sur ces thèmes-là que de donner un chiffrage plus général du caractère cancérogène de l'amiante, etc. Et donc utiliser les logiques internes au champ scientifique simplement pour les orienter dans des directions qui sont les moins problématiques, les moins gênantes pour les industriels. Donc là, on commence à rentrer justement dans les logiques plus structurelles, en tout cas sociologiques, de ces créations de controverses et de doutes internes au champ scientifique. Et puis on va avoir une lecture de plus en plus sociologique, avec notamment ce livre qui s'appelle Agnotologie, agnotologie, donc agnotos en latin, ça veut dire ignorance. Et donc, dans le cadre de cet ouvrage collectif, ces chercheurs veulent inaugurer justement une nouvelle discipline qui serait l'analyse de l'ignorance, l'analyse de la création de l'ignorance en tant que telle. Donc c'est Robert Proctor et Londa Shibenguer qui vont être à l'origine de cette initiative. Et eux, ils vont insister justement sur les ressorts sociologiques de production d'ignorance. Ils s'intéressaient par exemple, alors c'est pas un exemple qu'ils prennent, mais pourquoi est-ce que les maladies féminines, par exemple l'endométriose, font l'objet de moins d'investissement de la part du champ scientifique? Essayer de comprendre les inégalités liées justement au genre, liées aux races, liées aux inégalités sociales aussi de classe dans la société, et donc qui vont renvoyer à cette nouvelle sociologie politique des sciences dans laquelle justement vont s'inscrire un certain nombre de recherches dans cette dimension. Et puis, on peut parler aussi de cette notion qui me semble importante quand on s'intéresse justement aux controverses et à l'ignorance, c'est cette question de undone science, de science non faite, c'est-à-dire que ce sur quoi insiste ce chercheur David Hess, c'est l'idée que, par exemple, quand des syndicalistes ou des représentants du personnel veulent se mobiliser en lien avec l'exposition à un produit toxique dans une entreprise, quand les riverains d'une entreprise qui pollue essayent d'avoir des informations sur les produits qui sont rejetés et leurs effets possibles sur leur santé, souvent ils sont confrontés justement à une absence de connaissances, à donc de la science non faite, des connaissances qui n'ont pas été produites, sur lesquelles justement il n'y a pas eu de financement parce que les industriels qui pourraient financer ces recherches n'avaient pas envie de financer des recherches sur les effets négatifs des produits qu'ils utilisent ou qu'ils produisent, qu'ils vendent. Donc dans cette lecture de la science non faite, David Hess insiste sur les inégalités entre
entre ceux qui ont les moyens de produire des connaissances, souvent les industriels à l'origine des produits qu'ils mettent sur le marché, et des acteurs du mouvement social, des syndicalistes, des personnes qui se mobilisent, des riverains, etc., qui, eux, seraient en demande de connaissances, mais se retrouvent justement face à des connaissances qui n'existent pas, et donc qui vont rendre plus difficile leur mobilisation, les formes d'action collective. Donc là, une forme d'action collective. Donc là, on est vraiment dans une analyse beaucoup plus structurelle, justement, d'une comparaison entre ce dont on aurait besoin en termes de connaissances et ce qui est effectivement produit par les espaces scientifiques. Et donc, vous voyez que là, avec cette notion de science non faite, de undone science, on est presque en amont de cette question des controverses. C'est-à-dire que, comme on n'a pas de connaissances qui ont été produites sur un certain nombre de produits chimiques existants dans notre environnement, on ne peut même pas créer de controverses parce qu'on n'a pas de contrepoints sur lesquels s'appuyer. Et ça me semble extrêmement important. Alors, je vais donner un exemple qui me semble, encore une fois, paradigmatique sur cette question, c'est la question des gaz d'échappement diesel. Donc, vous savez tous, depuis 2012, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, dont je parlais tout à l'heure, donc a classé les gaz d'échappement diesel comme cancérogènes certains. Et alors, il y a d'autres facteurs, etc., mais en gros, ça a été quand même un moment important, charnière, dans le changement des politiques publiques en France par rapport au diesel, où on a commencé à remettre en cause justement le modèle des motorisations diesel qui était extrêmement dominante en France, etc. Et donc, un des points importants, justement, ça a été cette confirmation définitive du caractère cancérogène certain des gaz d'échappement diesel. Et quand on s'intéresse justement à comment est-ce qu'on a clos cette controverse, comment est-ce que cette controverse autour de est-ce que les gaz d'échappement diesel sont cancérogènes ou non, donc elle s'est close, on pourrait dire, en 2012, en tout cas pour un certain temps. Et l'intérêt de cet exemple, c'est à la fois de montrer la lenteur de l'établissement des connaissances nécessaire pourtant pour agir et intervenir, même si on pourrait dire qu'avec le principe de précaution, on n'avait peut-être pas besoin d'attendre d'avoir la confirmation que les gaz d'échappement diesel étaient un cancérogène certain pour intervenir. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est toujours cette interdépendance santé-travail, santé-environnement. C'est-à-dire, on s'intéresse aux gaz d'échappement diesel spontanément en se disant c'est un risque pour l'environnement quand on habite près d'une autoroute, autour du boulevard périphérique à Paris, mais on va voir que si on n'avait pas des travailleurs exposés à des doses beaucoup plus fortes, on aurait peu d'éléments pour lutter contre les produits chimiques dans notre environnement. Alors je donne une chronologie de ce classement des gaz d'échappement diesel comme cancérogènes certains pour l'homme. En fait, l'histoire, elle commence avant, mais elle commence en 1988, où le CIRC classe le diesel comme probablement cancérogène pour l'homme. C'est-à-dire que quand le CIRC dit c'est probablement cancérogène, il veut dire qu'il a des études toxicologiques sur des animaux qui prouvent que quand on expose des rats ou d'autres animaux à des gaz d'échappement diesel, ils vont provoquer des tumeurs chez eux, mais on n'a pas de données épidémiologiques. Donc, on ne peut pas passer au stade supérieur qui est le classement comme cancérogène certain. Et donc, en 92, va être lancée une très grande étude épidémiologique à l'échelle de l'ensemble des États-Unis sur 12 000 mineurs, donc travaillant dans 8 mines différentes aux États-Unis, donc des mines plutôt métalliques ou de sel, de potasse, etc., où il n'y a pas de poussière comme les mines de charbon, etc., qui pourraient faire concurrence avec les gaz d'échappement diesel, donc qui sont fortement utilisés dans les mines, et donc qui expose à des doses extrêmement élevées les travailleurs et les mineurs qui sont exposés aux groupes électrogènes et aux grosses machines qui sont dans les... Donc, il y a un fort engagement des agences fédérales américaines,
l'Institut du cancer américain et l'Institut sur la santé au travail des États-Unis, donc pour mener à terme cette enquête. Mais cette enquête va connaître aussi une certaine, on pourrait dire, une guérilla juridique de la part de différentes industries qui vont essayer de lutter contre l'émergence de ces données qui pourraient prouver et qui vont prouver le lien entre exposition au gaz d'échappement diesel et production de cancer du poumon. Moi, j'ai rencontré Debra Silverman, donc à mener cette enquête, et elle me disait, une enquête comme ça, il faut au moins 10-15 ans pour la mener, parce qu'il faut remonter sur l'histoire des expositions, évaluer les différents niveaux d'exposition auxquels ont été exposés les mineurs. Donc, c'est des études qui prennent énormément de temps, mais elle estimait, elle, qu'au moins 5 à 6 ans des 20 ans qui sont écoulés sont liés justement à ces controverses factices qui ont été organisées, mises en scène par l'industrie des mines et enfin des différents types d'industries qui sont mobilisées contre cette étude. Et donc cette publication a enfin pu avoir lieu en 2012 et donc c'est l'étude majeure qui a permis justement de faire basculer le classement donc, des gaz d'échappement diesel de probable à certains. Ça a été vraiment l'étude charnière qui a permis ce passage. Donc il est devenu un cancérogène de classe 1. Donc un cancérogène certain pour l'homme et donc avec toute une série de conséquences justement en termes de décisions publiques. Autre exemple sur lequel je vais m'arrêter, c'est la question de comment est-ce qu'on mesure les cancers attribuables à différentes causes. Donc je pense que, alors si vous allez sur le site par exemple de l'INCa, de l'Institut du cancer français, vous allez tomber sur cette étude qui est une étude très récente, qui a été publiée donc en 2018, qui a fait un travail systématique sur l'ensemble des cancers, en France et essayé de trouver les causes auxquelles on peut attribuer ces cancers. Donc on voit que 20% des cancers sont liés au tabac, 10 autres à l'alcool, d'autres à l'alimentation, au surpoids, aux obésités, etc. Et on va s'intéresser à une ligne qui est a priori pas très épaisse, qui nous dit que en gros on a entre 2,3 et 3,5% de cancers qui seraient liés aux expositions professionnelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette question du chiffrage des cancers liés au travail, en fait, elle renvoie à une vieille controverse des années 70 aux États-Unis, où il y avait eu un rapport qui avait affirmé que 20% des cancers étaient imputables au travail, avec une controverse qui s'était engagée à l'échelle de l'ensemble des États-Unis et qui avait été close temporairement par ce rapport, qui est un rapport classique dans le domaine du cancer, le rapport de deux épidémiologistes anglais, Richard Doll et Richard Pito, qui affirmaient que donc, les cancers professionnels étaient à l'origine de entre 2 et 8% de l'ensemble des cancers, avec une moyenne de 4. Une estimation dont ils estiment eux-mêmes qu'elle est très approximative. Donc ça, c'est dans les années 80. En fait, si on essaie de comprendre justement comment sont produits les chiffres de cette étude plus récente de 2018, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on construit ce chiffre des cancers attribuables au travail. En fait, c'est une véritable course d'obstacles et on va voir que cette connaissance, qui nous apparaît être une connaissance, en fait, apparaît aussi comme une forme d'ignorance ou comme en tout cas recélant pas mal de dimensions justement de méconnaissance et d'ignorance. Il faut tout d'abord, pour que les scientifiques acceptent de dire qu'un cancer peut être attribuable à telle ou telle cause, que la causalité soit scientifiquement établie et confirmée. Donc, les scientifiques, les épidémiologistes, pour mesurer le nombre de cancers imputables au travail, ils vont se cantonner aux cancérogènes classés comme tels par le CIRC. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, il y a plusieurs... Enfin, aujourd'hui, l'industrie chimique produit des centaines de milliers de produits différents dont on connaît assez peu le degré de toxicité, même si on a des réglementations REACH qui obligent à donner certaines informations. En tout cas, on a énormément de produits qui sont potentiellement
extrêmement dangereux dans notre environnement. Et là, donc sur ces centaines de milliers de produits, en fait, on va pouvoir s'attaquer qu'à 120 agents cancérogènes classés par le CIRC comme cancérogènes certains, ou 88 si on intègre les 2A, donc les cancérogènes probables. Il faut, deuxième élément, une quantification de la relation entre le niveau d'exposition et le nombre de maladies qui vont être développées. Donc, dans le cas des gaz d'échappement diesel, c'est cette grande étude sur 12 000 mineurs qui a permis justement de montrer que qu'il y avait une relation aussi linéaire au fait que plus on était exposé, plus on avait un risque élevé de développer un cancer du poumon. Donc ça, c'est des données qui sont très longues à rassembler, même quand il n'y a pas justement d'opposition d'industriels ou quand il n'y a pas de lutte contre ces données. Et puis, il faut, troisième élément, des mesures d'exposition dans la population. C'est-à-dire, si on veut savoir le nombre de cancers liés à l'amiante dans une population, il faut à la fois connaître la relation entre les niveaux d'exposition à l'amiante et le pourcentage de cancer qui va apparaître en plus dans la population, mais il faut aussi savoir combien d'ouvriers, notamment aujourd'hui les ouvriers du bâtiment, combien d'ouvriers sont exposés à l'amiante. Donc il faut des études assez larges en population pour connaître justement les types de produits auxquels sont exposer les travailleurs. Donc vous voyez que le faisceau va se réduire considérablement. Alors je vais passer vite sur cette diapo, mais en gros on part de 128 cancérogènes professionnels, et en fait si on intègre les certains et les probables, en fait il y en a 37 sur lesquels on aura suffisamment de données pour pouvoir les publier, parce que dans un cas on n'aura pas de données d'exposition, dans l'autre les données d'exposition seront trop anciennes, etc. Donc il y a toute une série de produits sur lesquels on ne pourra pas conclure, alors que déjà, je vous dis, on est sur un spectre extrêmement réduit de 120 ou 200 cancérogènes. Et donc on arrive à, alors je ne sais pas si vous pouvez lire parce que c'est petit, mais on arrive à une liste de 23 cancérogènes certains et 33 pertes. Donc certains cancérogènes ont plusieurs effets sur plusieurs localisations de cancer. Et quand on regarde la liste, en fait, c'est l'amiante, le benzène, le beryllium, le cadmium, le chrome 6, le diesel, le formaldéhyde, en tout cas toute une série de cancérogènes qu'on connaît depuis le début du XXe siècle. Et donc on voit qu'on est quand même sur une base extrêmement restreinte, et donc on va justement produire des données qui sont à la fois donc, des données donc, qui permettent d'orienter l'action publique, mais qui l'orientent justement en s'appuyant sur aussi énormément d'ignorance. Et donc on va essayer de comprendre justement les effets de cette absence de controverse par justement cette présence d'ignorance structurelle, régulière, et comment est-ce qu'elle conduit justement à des formes d'inaction publique. Donc on va essayer de comprendre justement comment ces formes d'invisibilité et d'ignorance qu'on vient d'analyser en fait produisent des formes spécifiques d'action ou d'inaction publique. Donc ça renvoie à des travaux. Alors il y a des politistes, des spécialistes en sciences politiques qui ont développé l'idée selon laquelle il ne fallait pas simplement s'intéresser aux décisions politiques qui sont prises quand un acteur politique décide de faire quelque chose, mais qu'il est aussi intéressant de s'intéresser à ce qui n'est pas décidé, à ce que des décisions qui ne sont pas prises, des débats sur lesquels justement il n'y a pas de controverse, et donc on va pas engager de politique sur un domaine. Et donc l'idée c'est de s'appuyer sur ces recherches-là autour de la non-décision pour essayer de comprendre aussi comment parfois certaines formes de politique publique, certaines formes d'action publique recèlent aussi des formes d'inaction ou des formes d'action un peu insuffisantes, ou en tout cas qui s'intéressent à seulement une partie limitée des problèmes. Donc on va prendre un exemple aux États-Unis issu d'un ouvrage collectif qui s'appelait la science impuissante, et puis parler de la question des pesticides avant de rentrer dans un exemple que je développerai un peu plus autour des valeurs limites d'exposition professionnelle que j'évoquais dans le cas de l'amiante. Alors, le premier cas qu'on peut utiliser de production d'ignorance institutionnelle, où les auteurs là parlent d'ignorance organisée, c'est la gestion de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans.
En fait, la Nouvelle-Orléans, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, est entourée d'usines de pétrochimie tout autour de la Nouvelle-Orléans, parce que la Louisiane est un État très libéral, avec peu de régulation sur les produits chimiques, et beaucoup d'industriels de la pétrochimie sont installés autour de la Nouvelle-Orléans. Et donc, quand Katrina balaye l'ensemble de la zone autour de la Nouvelle-Orléans, en fait, l'ouragan ramène énormément de boue toxique et dont on n'a aucune idée de l'ensemble des produits qui composent ces boues. Et donc, ce que les différentes agences de régulation de Louisiane, de la Nouvelle-Orléans et certaines agences fédérales sont confrontées justement à une boue toxique vis-à-vis de laquelle, justement, dans un premier temps, ils peuvent pas agir. Et donc, ce qu'ils vont faire, alors, je ne sais pas si vous le voyez dans le schéma, mais en gros, vous avez derrière le cône de production d'ignorance et les carrés blancs, c'est petit à petit ce à quoi vont s'intéresser les agences de régulation. Et petit à petit, elles vont se limiter au maximum aux toxiques qui sont déjà régulés. Par exemple, donc on va prendre la liste des cancérogènes connus, la liste produite par le programme national de toxicologie aux États-Unis, etc. Donc, on va petit à petit se limiter à certains toxiques. Puis, dans un deuxième temps, on va se limiter aux toxiques sur lesquels on a des valeurs limites, justement, des valeurs de référence, donc qui permettent de rendre le problème gérable, de trouver une solution, etc. Et donc, comme le disent les auteurs, donc à mesure que les connaissances accumulées se concentrent sur des contaminants spécifiques, identifiés sur des sites spécifiques, l'ignorance s'accumule également. Et donc, on apprend de moins en moins sur des sujets de plus en plus nombreux parce qu'on se focalise justement sur des dimensions extrêmement restreintes, extrêmement spécifiques. Et donc c'est ce que ces auteurs proposent d'appeler ignorance organisée ou ce qu'on peut appeler aussi ignorance institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est produite justement par les modes de régulation, les modalités de décision publique. Alors je prends l'exemple de la mise sur le marché des pesticides en France. La mise sur le marché des pesticides, en fait, elle se fait essentiellement autour de tests toxicologiques. C'est-à-dire que un des tests, alors il y en a plusieurs, mais un des tests qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la dose létale 50, c'est-à-dire la dose qui tue la moitié des animaux exposés. Donc on a cette dose qu'on connaît d'un produit, donc qui nous renseigne justement sur la dose mortelle pour 50% des animaux exposés. Et puis après, par des facteurs de sécurité, de 10 pour passer à l'homme, de 10 pour les sensibilités interpersonnelles, etc. Donc on va arriver à des doses, à des valeurs toxicologiques de référence qui vont permettre justement d'autoriser certains produits à certaines conditions, sous réserve d'utiliser tel ou tel équipement, etc. Donc, alors je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça, ça repose quand même sur un ensemble de fictions qu'on peut utiliser des équipements, par exemple, de protection individuelle quand il fait 30 degrés dehors, etc. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que ces tests toxicologiques, en fait, ils évaluent la toxicité à court terme et à forte dose, c'est-à-dire essentiellement le risque d'intoxication. Donc, quand un agriculteur va ouvrir une cuve, va être exposé à forte dose, etc. Donc, c'est ces types de risques que vont mesurer ces tests toxicologiques. Mais ce qu'on ne va pas du tout prendre en compte et l'ignorance qui va être créée, en fait, ça va être lié à l'invisibilité justement des effets à plus long terme et à plus faible dose, comme notamment justement certains cancers, les lymphomes non-hodgkiniens, donc certains cancers, certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, etc. Donc qui vont être liées justement à des expositions à des doses plus faibles, beaucoup moins visibles, et donc qui vont avoir des effets aussi décalés dans le temps et donc qui n'apparaîtront pas dans la façon dont l'État et les agences de régulation prennent en charge justement cette question-là, parce que ça va être des problèmes qui vont être ignorés, alors qui ressortent par certains côtés, parce qu'on a quand même des études épidémiologiques qui montrent certains effets de long terme, mais qui sont assez peu visibles. Du fait de ces politiques. Alors,
plus globalement, on peut s'intéresser justement à cette question des seuils et des valeurs limites, justement comme des instruments d'action publique aux effets ambivalents. Où je vous disais, on va essayer de sortir de cette contradiction décision-non-décision pour essayer d'analyser plus finement justement comment est-ce que les seuils, les valeurs limites ont à la fois donc ont une double face d'une certaine manière. Double face parce que évidemment, ils évitent des situations particulièrement dangereuses. Quand on va, dans les années 70, établir la valeur limite d'exposition à l'amiante à 2 fibres par centimètre cube, on va éviter les asbestoses, on va limiter le nombre de cancers, mais en même temps, en donnant cette illusion un peu de sécurité, on va invisibiliser justement les cancers liés à l'amiante, parfois aussi les légitimer, en tout cas les rendre plus difficiles à combattre parce qu'ils sont régulés par le ministère du Travail, par des valeurs limites d'exposition. Donc c'est des risques qui deviennent de plus en plus imperceptibles, plus difficiles à percevoir et souvent qui contribuent à produire ou aggraver des inégalités sociales, raciales, de genre. L'exemple de la Louisiane, on peut le reprendre parce que les personnes qui étaient les plus proches des usines pétrochimiques, c'était plutôt des communautés noires pauvres. Les inégalités sociales, c'est le fait que les cancers d'origine professionnelle touchent majoritairement des ouvriers et souvent des ouvriers en situation précaire, etc. Donc ce sont des effets qui vont être assez peu visibles, mais qui vont avoir des effets assez délétères justement en termes d'aggravation ou de production d'inégalités sociales. Et donc, dernier exemple que je veux prendre, c'est justement cette question des VLEP, des valeurs limites d'exposition professionnelle, comme exemple de ce qu'on peut appeler un objet frontière. Alors, la notion d'objet frontière, ça a été inventé par les sociologues des sciences pour nous parler justement d'objets ou d'instruments qui prennent des formes très différentes suivant les espaces dans lesquels ils sont utilisés. Donc, premier espace, les valeurs limites d'exposition professionnelle, donc, qui sont aujourd'hui entrées dans les réglementations de tous les pays occidentaux. En fait, au départ, c'est un outil qui a été créé par les hygiénistes industriels pour orienter leur travail dans les usines, dans les entreprises. Et donc, je cite cet extrait d'un article du début des années 90, où il était de notoriété publique durant les années 50-60, du moins chez les hygiénistes du travail, donc qui utilisaient ces valeurs limites, que les VLEP étaient des guides pratiques et ne protégeaient pas forcément la santé. Et la raison pour laquelle cette perception a changé, nous dit l'auteur, et est inconnue. Et donc, comme nous y invitait Bernadette Binsaud tout à l'heure, revenons un peu à l'histoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les valeurs limites, elles sont complètement entrées dans la réglementation et ça fait partie des choses qu'on accepte pour réguler les risques. Mais il y a un moment, justement, en 1970, où entre en vigueur une grande loi sur la santé au travail aux États-Unis, où il y a eu un débat au sein de l'association des hygiénistes industriels américains, qui sont à l'origine de la principale liste de valeurs limites d'exposition professionnelle. Il y a eu un débat où un des membres dit, vous vous rappelez, en 1958, à Atlantic City, dans la 20e réunion de notre association, on avait dit que les VLEP ou toute autre liste de ce type ne devait pas être utilisée dans un code, dans une loi, dans une réglementation ou de façon plus générale, directement utilisée dans une réglementation comme seul critère de détermination d'un danger pour la santé. Donc, un membre de l'association se plaint que cette association ait accepté ça et la réponse du responsable dit oui, on a exprimé une certaine inquiétude, mais l'impression que j'ai eue et qu'on a eue avec le conseil, c'est que, je résume, c'est que de toute façon, la décision a été prise de mettre des valeurs limites et que tant qu'avoir des valeurs limites, ils préféraient que ce soit celles qui sont produites par eux qui leur semblent les plus protectrices. Et là, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a un débat. Il y a un débat sur est-ce que c'est légitime ou pas de faire entrer les valeurs limites dans la réglementation. Mais ce débat-là, progressivement, il va disparaître. Cette controverse qui a eu lieu, elle va disparaître. Et aujourd'hui, les valeurs limites sont complètement intégrées dans la réglementation. Excusez-moi, il y a quelques fautes de frappe. Et donc, on arrive à des représentations des valeurs limites donc, qui apparaissent soit comme protectrices pour les travailleurs. Elles ont été produites par des experts. Elles sont légitimées par leurs usages de la réglementation, donc elles sont assimilées à des normes de sécurité
J'avais rencontré moi, des syndicalistes exposés à l'amiante dans certaines entreprises qui disaient ironiquement certains d'entre nous on a des cancers réglementaires. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée que les valeurs limites étaient censées protéger les travailleurs. Alors dans certains cas extrêmes, les valeurs limites peuvent aussi être utilisées comme des permis d'exposer, c'est-à-dire on respecte les règles pour éviter une mise en cause juridique, judiciaire, pénale d'un employeur. Donc on voit bien à travers cet exemple des valeurs limites qu'on est dans des zones, dans des formes d'instruments de politique publique, d'instruments d'action publique qui à la fois vont avoir des effets protecteurs sur certaines situations, mais en même temps vont avoir des effets délétères sur certains groupes sociaux en termes d'aggravation des inégalités sociales. Un mot de conclusion justement autour de cette question des controverses, de l'ignorance et de l'action publique, et je vais un peu revenir sur cet intérêt pour moi de s'intéresser un peu à l'envers ou la face cachée de ce qu'on analyse le plus habituellement. C'est-à-dire s'intéresser aux problèmes publics, c'est important, comment un problème devient public, mais s'intéresser aussi aux différentes situations qui mériterait ou nécessiterait une intervention est aussi important. Important de s'intéresser aux controverses, c'était l'objet de cette journée, mais s'interroger aussi sur les problèmes les questions ou les problèmes sur lesquels on est en difficulté pour, y compris, être en mesure de déclencher une controverse parce qu'on est dans des domaines de l'undone science, de la science non faite, et donc on n'a pas de point d'appui pour provoquer une controverse. Et puis avec cette question autour de décision, action publique ou inaction publique, avec une analyse qu'on essaye d'être la plus fine possible entre ces deux dimensions. Je vous remercie.